Allez, me revoilà, c'est la dernière séquence vidéo sur le cours. Euh, alors, on va reprendre où on en était. Je crois qu'on en était donc au numéro 5, si je dis pas de bêtises. Oui, ok, on avait vu les intégrales sur les tensions moyennes, courant moyenne et tension efficace et courant efficace. Alors bon, le triphasé, je vais vous laisser lire un petit peu la présentation de NJ sur le triphasé, sur l'énergie triphasée. Vous allez retrouver ce qui s'est dit un petit peu dans la petite vidéo d'introduction du cours. Voilà, donc voilà, vous faites une petite pause, vous prenez le temps de lire un petit peu ce qui est indiqué. Ensuite, que choisir, courant monophasé ou courant triphasé? Alors bon, il faut savoir que le courant triphasé permet de limiter les déperditions lors du transport de l'électricité, on en a parlé tout à l'heure, c'est donc lui qui est généralement utilisé pour acheminer l'électricité jusqu'à chez vous, chez moi, un peu partout. Donc ensuite, c'est vrai qu'on peut faire le choix, via NJ, via EDF, d'alimenter votre habitation soit en monophasé, soit en triphasé. La plupart du temps, tout le monde est en monophasé. Pourquoi? Parce que l'ensemble de l'électroménager que vous utilisez aujourd'hui fonctionne sur du monophasé et on n'a pas des besoins de puissance énormes pour les habitations. Par contre, pour certaines structures, entreprises, où on a besoin de puissance un peu plus importante, certaines font le choix de s'équiper en triphasé. C'est le cas, tiens, au lycée, par exemple, de l'atelier, où on a des gros systèmes, des grosses machines qui sont alimentées en 400 volts, 380 400 volts. Et donc, par exemple, au lycée, on a du triphasé qui arrive. Alors, pas que, j'avais fait un petit schéma en dessous que je vais vous présenter. Il y a le monophasé, évidemment, aussi, puisqu'il y a tous les ordinateurs, tout l'ensemble de systèmes du parc informatique et d'autres systèmes qui fonctionnent sur le monophasé, mais vous avez aussi du triphasé à l'atelier pour les machines à grosse puissance. Donc voilà, j'avais fait un petit schéma ici qui reprend un petit peu ce qu'on avait vu sur la vidéo. Voilà, des habitations alimentées en monophasé, donc toujours entre quoi le neutre et une phase. Donc là, après, on répartit les phases. Donc par exemple, neutre phase 1, neutre phase 2, etc. Neutre phase 3 pour les habitations. Et voilà une alimentation donc monophasée et triphasée, où on voit les trois phases plus le neutre arriver au niveau d'une entreprise, qui va permettre de gérer le triphasé et le monophasé. Voilà. Alors après, on vous le dit aussi, vous avez généralement une ligne supplémentaire qui va gérer l'éclairage public. Voilà, donc les prises classiques du monophasé et la prise triphasée qui est ici, que peut-être que vous connaissiez pas, mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, je passe assez rapidement, on va s'attacher directement à ce qui est à l'essentiel du cours, le moteur asynchrone et le moteur synchrone. Allez, on y va maintenant vous avez à peu près les bases. Alors, la machine asynchrone est constituée d'une partie fixe. Le stator, c'est exactement les mêmes termes et le même vocabulaire que sur le moteur à courant continu. Donc, je vous rappelle, le stator, c'est la partie fixe, la partie extérieure, sur lequel on place trois enroulements, trois bobines. D'accord? Donc, sur le stator. Ces trois bobines sont raccordées au réseau triphasé. D'accord? Donc, chaque bobine a une différence de potentiel qui est donné par cette relation, V1 qui est égal à Vmax sinus de πf, donc oméga t, donc jusque là pas de problème, c'est ce qu'on a vu déjà précédemment, donc sur une bobine. L'autre bobine avec la relation V2 qui est égale à Vmax fois sinus de πf, donc c'est-à-dire oméga t moins 2pi sur 3. On se rappelle qu'on est sur trois bobines décalées à 120 degrés, donc là on a bien un déphasage entre les trois. C'était le moins plus ou moins phi, le déphasage entre les trois bobines. Donc la même chose, Vmax sinus de pi sur f, donc oméga t plus 2pi sur 3. Donc voilà les trois relations qui ne sont pas à connaître par cœur de la tension aux bornes des bobines d'un moteur asynchrone. Ensuite, le champ magnétique tournant. Donc je vous renvoie sur les petites vidéos que je vous ai présentées juste avant, sur le fonctionnement de la machine asynchrone, si vous voulez revenir dessus pour bien comprendre. Donc ces trois bobines dans un stateur ferromagnétique est décalé dans l'espace d'un angle de 120 degrés, conformément à la figure ci-dessous. On va y venir tout doucement. Je vais mettre comme ça. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? On va continuer. Chaque bobine statorique alimentée par une phase du réseau triphasé est parcourue par des courants de pulsation oméga stator qui est égal à 2pi f stator, donc la fréquence du stator, qui est égale à 2pi f la fréquence du réseau EDF, c'est-à-dire 50 Hz. Il apparaît alors un champ magnétique B, ok, ça on l'a vu, de norme constante, on l'a vu aussi, qui tourne à la fréquence de rotation oméga synchronisme sur 2pi, tel que oméga synchro est égal à la vitesse de rotation du stator divisé par du champ statorique, puisque le stator est fixe, du champ statorique
divisé par P, où P est le nombre de paires de pôles du bobinage. On va tout de suite prendre les deux exemples qui sont en dessous. Ici, vous avez un dispositif avec les 3 bobines qu'on trouve, phase 1, phase 2, phase 3, les 3 bobines. Votre rotor ici, qu'on va voir un petit peu plus juste après, en détail. Et donc les 3 bobines sont alimentées par le réseau triphasé, hein, avec un déphasage, on l'a vu, hein, de 2 puissance 3, plus ou moins 2 puissance 3. Et donc la résultante du champ magnétique va créer donc une force électromagnétique, hein, qui va faire tourner le rotor. Ça, c'est le principe du moteur asynchrone. Il se peut que les bobines soient doublées. Et du coup, à ce moment-là, on n'est plus sur P égale 1, c'est-à-dire une paire de pôles, mais sur 2 paires de pôles. Phase 1, ici avec 2 bobines symétriques. Phase 2, 2 bobines symétriques. Phase 3, 2 bobines symétriques. Et ici, on rejoint avec 2 paires de pôles. Du coup, la vitesse de synchronisme est égale à la vitesse du stateur divisée par le nombre de paires de pôles. Voilà, important comme relation, hein, à connaître. Hein, c'est une relation, celle-ci pour le coup, hein, sur laquelle on peut vous interroger le jour du bac. À se rappeler, la vitesse de synchronisme, donc du champ tournant de synchronisme, est égale à la vitesse de champ statorique divisé par le nombre de paires de pôles. Ok? Voilà. Alors, on vous le dit, hein, je vous l'ai dit sur le rotor, le champ magnétique tournant rotorique. Le rotor de la machine asynchrone est constitué de barres de court-circuit. Donc, il est là, vous les voyez, les différentes barres. Hein. On parle de rotor à cage d'écureuil, et les courants rotoriques génèrent un champ tournant rotorique qui va tenter d'accompagner le champ tournant statorique. Voilà, donc on a bien un champ tournant statorique, d'accord, et le rotor, lui, va essayer de suivre ce champ tout en tournant, d'accord. Donc c'est la mise en rotation du moteur. Et on voit apparaître une nouvelle notion, qui est une notion importante sur le moteur asynchrone, et vous allez voir qu'au niveau des TD type bac sur le moteur asynchrone, les questions généralement s'arrêtent sur cet élément, qui est le glissement. Alors, il y a glissement. Qu'est-ce qu'on entend par glissement? C'est que la vitesse de champ statorique est différente de la vitesse du rotor. Je m'explique. Le rotor est animé d'un mouvement de rotation à la vitesse oméga r. Jusque-là, pas de problème. Oméga rotor. Les courants induits dans le rotor sont, eux, de pulsation oméga synchronisme moins oméga r. Écart entre la vitesse des champs tournants statoriques, d'accord, ça va, c'est ce qu'on vient de voir, et celle du rotor. On a un écart de vitesse entre le rotor et donc les champs tournants statoriques. Cet écart ne peut être nul car il n'y a plus de courant induit au rotor. On dit que le rotor glisse. Et on définit le glissement à l'aide de ces deux relations. Alors, première relation, la fréquence des courants statoriques est égale à quoi? On l'a vu, la fréquence du réseau divisée par le nombre de paires de pôles du moteur. Jusque-là, pas de problème, c'est ce qu'on vient de voir juste au-dessus. Le glissement, lui, est défini par quoi? Par la différence de la fréquence statorique et de la vitesse réelle du rotor divisée par la fréquence statorique. D'accord? Voilà la relation absolument à retenir, enfin les deux relations d'ailleurs à retenir ici pour les moteurs asynchrones. Et du coup, on parle de glissement sur cette différence de vitesse entre le rotor et la vitesse du champ des courants statoriques. D'accord? Défini par ns, qui est défini par la fréquence du réseau divisée par P, qui me donne ns. Remarque, n égale 1 moins g fois s, à vide, g égale 0, car ns est égal à n. En effet, c'est-à-dire que si on n'a pas de charge vers le moteur, si le moteur tourne à vide, il n'entraîne pas de charge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un couple derrière résistant important, et ben on peut estimer qu'il n'y a pas de glissement entre le rotor et le champ statorique, et du coup, donc, g égale 0, donc ns est égal à n, en effet. Voilà, donc petite chose quand même à souligner, hein, soulignez-moi cette petite remarque. Les caractéristiques de couple du moteur asynchrone, je passe, vous regarderez un petit peu. Je vais passer directement au bilan des puissances avec la puissance absorbée, la puissance utile. Donc là ici on définit le rendement de la puissance absorbée sur la puissance utile sur la puissance absorbée. Alors petit changement évidemment, la puissance absorbée est égale à quoi? À U efficace fois I efficace, racine de 3 cos phi. D'accord? Je vais passer sur les puissances internes, hein, vous lirez un petit peu à quoi elles correspondent, hein, vous allez vous retrouver par rapport au rotor, hein, aux forces électromotrices, hein, et la puissance utile est égale au couple utile multiplié par oméga r. Ça, cette relation est identique pour l'ensemble des moteurs. Pourquoi? Parce qu'on est sur le couple au moteur avec sa vitesse de rotation au rotor, pardon. Voilà, donc voilà les deux relations surtout à retenir, hein, très importantes
pour pouvoir travailler sur les moteurs asynchrones. Donc je vous rappelle que phi est le déphasage courant tension, UE sont les valeurs efficaces de composé du courant en ligne, cos phi est également aussi appelé facteur de puissance, CEM est le couple électromagnétique, identique au moteur à courant continu. Ensuite vous avez la puissance transmise au rotor, les pertes joules, la puissance mécanique, les pertes joules au stator, donc là 3 fois R carré, et oui, il faut penser à multiplier par 3, pourquoi? Parce que ici on a 3, je vous rappelle, bobinages, d'accord, les pertes ferrostator et les pertes mécaniques. Voilà, bon, voilà à peu près pour le bilan des puissances, je vous ai dit, bon, ne retenez pas tout, je pense qu'on vous rappellera les relations, enfin je l'espère, retenez surtout la puissance utile et la puissance absorbée, qui est efficace, racine de 3 cos phi, voilà pour ça. Quelques exemples d'applications sur le moteur asynchrone, donc on va le retrouver sur les machines à laver, typiquement, on le retrouve sur les moteurs de TGV aussi, sur les boogies qui sont là, même si aujourd'hui on retrouve des moteurs synchrones, il faut savoir qu'on a encore des moteurs asynchrones, sur les éoliennes, qui ont fonction d'alternateur pour le coup, on a voilà, de puissance 205 kW, ici on a des puissances plus élevées sur le TGV, là 270 watts pour votre machine à laver. Donc voilà quelques exemples de moteur asynchrone. Allez, je passe tout de suite au moteur synchrone. Et puis je crois que normalement, voilà, on va avoir un petit peu près sensiblement les mêmes choses. Et puis on terminera le cours là-dessus. Alors une machine synchrone est un convertisseur électromagnétique réversible et peut fonctionner soit en génératrice, soit en alternateur. Elle met en jeu des tensions avec des courants alternatifs, pas de problème. Alors vous allez voir, on est sur un fonctionnement sensiblement identique au moteur asynchrone, sauf que la structure n'est pas du tout la même. Et vous allez voir que il n'y a pas de, c'est la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de glissement entre le rotor et le stator. Alors le stator est constitué d'un, deux ou trois enroulements parcourus par des courants alternatifs. Alors ici on les voit. Vous avez donc sur le stator un enroulement ici, un deuxième enroulement ici et un troisième enroulement derrière. Voilà. Le rotor, lui, il est constitué d'électroaimants parcourus par un courant continu ou d'aimants permanents pour des faibles puissances. En effet, c'est le cas. Tous les petits moteurs synchrones que vous retrouvez sur les drones, sur tout ce qui est modélisme, etc., sont munis d'aimants permanents. Non, c'est tout. Je sais pas pourquoi non, c'est tout. Donc ici, on les voit, c'est le rotor ici, avec donc soit une partie aimant permanent, soit en effet constitué d'électroaimants. Alors, hop, je passe à la suite. La vitesse de synchronisme. Comme le rappelle son nom, la machine synchrone n'a pas de glissement. Voilà. La vitesse oméga S de synchronisme, où NS est directement liée à la fréquence d'alimentation et au nombre de paires de pôles. Donc on peut noter que N statorique est égal à 60F divisé par P, ou oméga S est égal à oméga sur P. Voilà, tout simplement. Même chose, relation qu'il faut connaître. Et vous voyez, c'est tout. Du coup, si on enlève les relations de glissement, vous avez quelque chose de très très simple. On sait que la fréquence de satorisme est égale à la vitesse de l'auteur divisé par le nombre de paires de pôles, tout simplement. Donc ça va très vite. Voilà. Avantage, inconvénient du moteur brushless, par exemple, par rapport brushless, qui est le moteur synchrone, pardon, par rapport au moteur à courant continu. On en avait parlé. Les avantages, par exemple, pas d'entretien, pas de collecteur, ça on en a parlé longuement sur le moteur à courant continu, de ce problème du collecteur et de s'usure des charbons. Excellente dissipation thermique, perte joule au stator seulement, du coup, bien entendu. Caractéristiques dynamiques statiques, sa puissance massique est élevée, donc la puissance sur la masse est très élevée en effet. On le voit et on comprend pourquoi aujourd'hui ce sont des moteurs qui ont envahi tous les drones et tout le modélisme. Faible inertie, du coup on a des fortes accélérations. Voilà, alors les inconvénients, c'était l'électronique interne. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même de l'électronique à gérer, l'alimentation de régulation complexe mais maîtrisée aujourd'hui. Et à basse vitesse, les harmoniques peuvent créer des ondulations de couple, ce qui est vrai. Au niveau du moteur à courant continu, simplicité du variateur, c'est un hacheur, on l'a vu, on l'a traité cette année, même l'année dernière, en effet,
rien de plus simple que de faire un hasher pour le coup par rapport à l'électronique ici interne et l'alimentation de régulation qui est complexe. Faible coût, hein, pas d'électronique interne, bien adapté aux basses vitesses où elles ont une régalité de marche excellente, c'est vrai, hein, ça c'est, on dit merci à l'Amélie, hein, sur des fréquences élevées. Les inconvénients, c'est l'entretien, les collecteurs, on l'a vu, hein, voilà, le problème c'est que ça s'use, se dégrade en atmosphère corrosive et explosive, en effet, les vitesses max sont limitées par le collecteur, puissance massique est plus importante. Voilà. Alors si je reprends le bilan des puissances, vous allez voir qu'il est sensiblement identique, hein. Donc là je l'ai un petit peu simplifié. On va retrouver donc la puissance absorbée de façon complètement identique. Pourquoi? Parce qu'on a le réseau triphasé quand même qui arrive et qui va donc alimenter le stator. Donc avec puissance absorbée qui est égale à U efficace fois I efficace fois racine de 3 cos phi. Pas de problème. La puissance utile étant toujours la même, on l'a dit, quel que soit le moteur d'ailleurs. Puissance utile est égale au couple utile fois oméga rotor. Le rendement, je vous rappelle, PU sur PA, pas de problème. On a donc les pertes mécaniques plus que les pertes fer. Les puissances électromagnétiques identiques. Hein. Puissance électromagnétique est égale à CEM fois oméga S. Et enfin, les pertes joules au stator, même formule, 3R I carré. Ok ? Je vous ai donné quelques exemples d'applications, donc drone de loisirs, voilà, c'est l'air drone, donc on est en effet sur des moteurs brushless, sur du moteur synchrone. On l'utilise aussi pour les centres d'usinage UGV, hein, c'est du usinage à grande vitesse, hein. Propulseur de navire par exemple. On est sur du moteur synchrone. Et ben voilà, écoutez, je pense que j'ai fini. Ces petits exercices là, je vais vous demander de le traiter tranquillement après avoir visionné ces vidéos. Et puis on va le corriger en classe inversée. Donc je vais vous faire suivre soit sur Discord, soit par mail. Bon, je pense que ce sera sur Discord de toute façon puisque vous y êtes tous là maintenant. Le lancement de la classe inversée, donc je vais essayer de réserver des créneaux sur les créneaux horaires de SI. Donc je devrais faire ça mardi après-midi avec les TS4. Je vous confirme sur Discord de toute façon. Et jeudi matin, peut-être avec les TS3, jeudi matin pendant 2 heures. Je sais pas si je pourrais faire ça le vendredi après-midi. Écoutez, je sais pas. En tout cas, bon, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera la classe virtuelle pour la correction des TD ensemble, par petits groupes. Donc, je prendrai les TS4 dans son ensemble à 18 et je garderai les deux groupes qu'on avait constitués le jeudi et le vendredi, donc 18 et 18 pour les TS3. Voilà, je vous fais suivre tout ça de toute façon sur Discord. Dernière chose, vous recevrez des invites pour la classe virtuelle. Du coup, j'espère que les serveurs seront pas complètement saturés et que on va pouvoir le faire tourner correctement. Voilà, et oui, je vous enverrai donc des invitations, vous allez recevoir des invitations par mail, il y aura un petit exé à installer sur votre ordinateur, de rien du tout, vous allez voir, hein, ça prend quelques secondes, et derrière, vous allez être connecté sur la classe virtuelle, et avec l'utilisation d'une caméra hein, et d'un micro, vous allez pouvoir intervenir, me poser des questions, etc., et intervenir auprès de toute la classe. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt utile, hein, comme ça tout le monde peut suivre les questions, on peut y répondre, je peux choisir de donner la parole à qui je veux. Oui, c'est tout ce que je veux vous dire. Voilà, si vous n'êtes pas muni d'un casque avec micro, si vous n'avez pas la possibilité d'en avoir, par exemple, vous pouvez vous réunir, hein, je sais pas, alors sauf si évidemment on va tomber dans le confinement, là ça risque d'être de plus en plus compliqué. Mais du coup, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous allez suivre le cours, vous entendrez les questions, vous aurez le retour vidéo, mais voilà, vous pourrez poser des questions sur le chat à ce moment-là, et par contre, je pourrais pas transférer votre vidéo directement, et vous pourrez pas me poser la question à l'oral directement. Voilà. Rien de très grave, de toute façon, c'est là que vous pouvez suivre le cours. Donc voilà, ce que je vous propose là, une fois que vous avez suivi la vidéo, c'est d'enchaîner sur le petit exercice. Hein, vous allez voir, hein, question simple, pas très compliquée. Et puis on va traiter après les TD ensemble en classe virtuelle. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous tiens au courant sur Discord. Allez, à très vite. Au revoir.